Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les Égyptiens continuent de captiver notre imagination. De leurs pyramides impressionnantes à leurs croyances religieuses complexes et leur profond respect pour les dieux et les déesses. Ils étaient très dévoués à la préservation de leur histoire grâce à la momification, ce qui nous permet d'en savoir beaucoup sur eux aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui vous montrer 20 choses bizarres que faisaient les anciens Égyptiens. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le Némès est un casque emblématique porté par les pharaons, populaire de l'Ancien Empire à la période ptolémaïque. Ce couvre-chef, fabriqué en tissu, offrait une alternative plus légère aux lourdes couronnes souvent portées par les pharaons. Son design astucieux offrait à la fois confort et style, couvrant la tête et tombant derrière les oreilles, fixé par un nœud ou un galon sur la nuque. Certaines variantes comportaient des bandes de lapis-lazuli bleu et or. De plus, le Némès était fixé à la tête avec un diadème orné de motifs symboliques tels que le cobra et le vautour. Ce couvre-chef distinctif, généralement porté par l'élite de la société égyptienne, avait non seulement un attrait esthétique, mais symbolisait également un statut élevé au sein de la stricte hiérarchie sociale égyptienne et offrait des avantages pratiques. Les crânes rasés, signe de noblesse, étaient protégés des rigueurs du soleil et les Némès contribuaient également au maintien de l'hygiène en minimisant le risque de poux. La calvitie était également indésirable chez l'homme. Les perruques, utilisées à l'origine pour l'hygiène et le confort, étaient fabriquées non seulement à partir de cheveux humains, mais aussi de crins de cheval. Cette transition s'est produite au cours de la deuxième période intermédiaire de l'Égypte avec l'arrivée des Hyksos et de leurs chevaux. Numéro 19. Le scarabée occupe une place vénérée dans la culture et la religion égyptienne ancienne, célèbre pour son comportement caractéristique consistant à faire rouler des boules de fumier sur le sol pour pondre ses œufs. Cela a été considéré comme un symbole puissant de la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance. Le scarabée était étroitement associé au dieu Khépri, qui incarnait le soleil naissant et le processus créatif. Les œuvres d'art représentaient souvent des scarabées, qui étaient également incorporés dans des amulettes dotées d'un puissant symbole de protection et de prospérité. De plus, ils jouaient un rôle pratique dans la société égyptienne antique, souvent utilisés comme sceaux pour des documents importants. Des amulettes de scarabées étaient fréquemment placées dans les tombes pour guider en toute sécurité les défunts vers l'au-delà. Parfois, des amulettes de type scarabée étaient placées sur le cœur pendant le processus de momification, soulignant ainsi leur rôle crucial dans le voyage vers l'au-delà. Numéro 18. Le pain et la bière constituaient la base de l'alimentation égyptienne, soutenant la population dans sa vie quotidienne. Les pains, principalement à base de blé amidonnier, variaient en forme, allant des pains plats rappelant le pain pita, aux formes allongées en forme de cône. Notamment, les soldats égyptiens stationnés dans les forts nubiens recevaient des rations de pain, indiquées par des jetons en bois incisés en forme de pain, chacun représentant une période de 10 jours. Dans une société sans pièces de monnaie ni papier-monnaie, ces rations alimentaires servaient souvent de compensation aux ouvriers et au personnel de maison. La bière égyptienne antique, épaisse et trouble, servait davantage de source nutritive que de boissons purement récréatives, probablement avec une teneur en alcool inférieure à celle des bières modernes. Les artisans, comme ceux du village de Deir el-Médine, spécialisés dans la fabrication de tombeaux royaux, ont reçu des allocations mensuelles de 300 litres de blé pour le pain et 210 litres d'orge pour la bière. Numéro 17. Dans des discussions sur les anciens Égyptiens et leur respect pour les animaux, l'historien grec Hérodote a raconté une coutume particulière. À la mort d'un chat, chaque membre de la maison se rasait rituellement les sourcils en signe visible de respect et de deuil. Cependant, ce geste allait au-delà de la simple affection pour les animaux de compagnie. Il soulignait l'importance profonde des animaux dans la vision égyptienne du monde. Dans leur cosmologie, les animaux avaient un statut sacré, étroitement lié à la vie quotidienne et aux rituels religieux. De nombreux animaux étaient associés à des divinités spécifiques, partageant des traits communs et des attributs divins. Les chats en particulier occupaient une place vénérée dans la société égyptienne. Des statues aux peintures funéraires, les images de chats étaient abondantes, attestant de leur caractère protecteur et sacré. Il existe même des légendes de chats royaux ornés de somptueux bijoux en or, démontrant leur statut estimé. Le respect pour ces êtres était si grand que de vastes rituels de momification étaient pratiqués à leur mort,
souvent accompagnés de leurs homologues humains lors de l'enterrement pour assurer leur compagnie dans l'au-delà. Numéro 16. Dans la mythologie égyptienne, les babouins étaient étroitement associés à Thoth, le dieu de la sagesse, symbolisant les prouesses intellectuelles et la perspicacité divine. Au-delà de leur signification mythique, les babouins ont été intégrés à la vie quotidienne, comme en témoigne leur domestication comme animal de compagnie et la découverte de restes momifiés par les archéologues. L'art égyptien représente des images vives de babouins se livrant à diverses activités humaines, allant de la danse et du jeu d'instruments de musique à l'exécution de tâches agricoles telles que la récolte de fruits et la préparation de boissons comme le vin et la bière. Remarquablement, les hiéroglyphes et les œuvres d'art montrent des babouins utilisés par les autorités comme moyen de maintien de l'ordre, à l'instar des chiens policiers modernes. Les œuvres d'art égyptiennes représentent également les autorités lâchant un babouin sur un voleur dans un marché, tandis que le criminel implore pitié, tandis que le babouin enfonce ses dents dans sa jambe. Durant l'Ancien Empire, les babouins Hamadryas et les babouins Olives étaient originaires des régions méridionales de la Haute-Égypte. Cependant, à l'époque de l'Empire du Milieu, on suppose que ces populations indigènes avaient décliné ou complètement disparu. Les archives du Nouvel Empire suggèrent que les babouins ont été importés des régions du sud, peut-être de Nubie ou du lointain pays de Punt. Notamment, pendant la période prédynastique, une divinité connue sous le nom de Baba ou Babi était vénérée, souvent représentée comme le taureau des babouins. Numéro 15. Toutankhamon était un ancien pharaon égyptien qui a régné pendant la 18e dynastie d'environ 1332 à 1323 avant notre ère. Il est monté sur le trône à un jeune âge, probablement vers 9 ou 10 ans, et a régné pendant une période relativement courte avant sa mort. Toutankhamon est surtout célèbre pour la découverte de son tombeau presque intact dans la vallée des rois. Lors des funérailles de Toutankhamon, environ 35 paires de chaussures et plus d'une douzaine de pièces détachées ont été découvertes. Les sandales les plus courantes étaient des sandales cousues, constituées de bandes de papyrus cousues ensemble, probablement destinées à un usage quotidien. Le jeune roi portait de luxueuses sandales dorées, jamais portées de son vivant, mais fabriquées pour l'éternité, exposées dans son cercueil doré. Tout cela aurait de la valeur uniquement parce qu'il s'agissait des chaussures du jeune roi, mais ce qui faisait sourciller d'incrédulité était ceci. Ces sandales en cuir, sculptées en mosaïque, avec des images de prisonniers syriens et nubiens sur la semelle. Cela a permis à Toutankhamon de marcher, au sens figuré, sur les ennemis de l'Égypte à chaque pas qu'il faisait. Son bâton présentait également des images d'autres ennemis, renforçant la domination symbolique du pharaon sur ses ennemis. Numéro 14. Dans l'Égypte ancienne, il fut un temps où l'on croyait que les hommes avaient aussi leurs règles. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la puberté des garçons, du sang a été trouvé dans leurs urines. La présence du sang dans les urines a été interprétée différemment par certaines communautés égyptiennes, souvent attribuée à un phénomène appelé menstruation masculine. Cependant, cet événement est désormais compris comme un symptôme de la schistosomiase, une maladie chronique provoquée par une infection parasitaire, notamment Schistosoma haematobium. La schistosomiase est courante dans les zones où les gens entrent en contact avec de l'eau douce contaminée par des schistosomes répandus dans les régions aux environnements humides tels que les rizières. En particulier pour les personnes impliquées dans des activités telles que l'agriculture ou la pêche, le début de la puberté coïncide souvent avec l'apparition de sang dans les urines en raison d'une infection parasitaire. Dans ces communautés, cette manifestation était autrefois considérée comme un élément normal de l'adolescence masculine, s'apparentant à un rite de passage. La maladie elle-même, communément appelée fièvre des escargots en raison de sa transmission via les escargots d'eau douce, a été identifiée par le médecin allemand Theodor Bilharz et est également appelée bilharziose. Numéro 13. Depuis plus de 2000 ans, les gens recherchaient du confort et un soutien pour leur tête pendant leur sommeil. Mais avant l'apparition des oreillers en plumes, les civilisations anciennes comme les Égyptiens comptaient sur des appuis-têtes en pierre pour surélever la tête pendant le repos. Différents matériaux, dont le marbre, l'ivoire, la céramique, la pierre, le bois et même le verre, ont été utilisés pour fabriquer ces appuis-têtes découverts dans des tombes égyptiennes. Bien qu'ils offrent des avantages pratiques tels que la protection contre les insectes et les parasites et la circulation de l'air pour rafraîchir le dormeur, ces oreillers en pierre avaient également une signification spirituelle dans la culture égyptienne ancienne.
Dans les systèmes de croyances égyptiens, la tête était considérée comme le lieu de la vie spirituelle et avait besoin d'être protégée. Par conséquent, les appuis-têtes en pierre portaient souvent des gravures de divinités protectrices telles que Bès, dont le visage menaçant était censé éloigner les mauvais esprits. Numéro 12. Dans l'Égypte ancienne, la crue annuelle du Nil en août était un événement crucial dont dépendait la prospérité de la civilisation. Parallèlement à la montée des eaux, la présence de crocodiles dans le Nil s'est accrue. En conséquence, les crocodiles jouaient un rôle complexe et important dans la mythologie égyptienne. Vénérés comme des manifestations de Sobek, le dieu de l'eau, les crocodiles faisaient partie intégrante des rituels visant à apaiser cette divinité. Sobek, souvent représenté avec le corps d'un homme et la tête d'un crocodile, était censé protéger le peuple. De tels dangers sont associés au Nil, notamment les inondations, les maladies d'origine hydrique et les attaques de créatures dangereuses telles que les serpents venimeux, les crocodiles et les hippopotames. En 2019, une tombe a été découverte contenant 10 crocodiles momifiés. Les restes momifiés, appartenant à la fois aux crocodiles d'Afrique de l'Ouest et du Nil, témoignent de la vénération et des rituels entourant ces animaux. Les crocodiles, mesurant entre 1,8 et 3,3 mètres de long, ont probablement été capturés avec des filets puis soumis à diverses méthodes, notamment la noyade, la suffocation ou l'exposition à la chaleur du soleil, pour s'assurer qu'ils étaient morts avant d'être tués et enterrés dans le tombeau. Numéro 11. Les pauvres archéologues illustrent de manière frappante la popularité des jeux de société dans les civilisations anciennes, en particulier en Égypte. Des scènes représentant des joueurs participant à ces jeux ornent les murs des tombes et les papyrus. Les jeux égyptiens antiques les plus populaires étaient Mehen, Senet, 20 Squares et Dogs and Jackals. Mehen, qui signifie celui qui est enroulé, est originaire de la période prédynastique égyptienne et de l'Ancien Empire. Il présente une planche ornée d'un serpent enroulé, représentant une divinité protectrice enveloppant le dieu solaire Ré lors de son voyage nocturne. Les inscriptions dans les textes religieux de l'Ancien Empire, tels que les textes des pyramides, suggèrent la croyance que le passage par le jeu de société Mehen symbolisait l'acquisition de l'au-delà, les joueurs à succès rejoignant métaphoriquement Ré dans son voyage céleste en atteignant le centre de la spirale. La reine Néfertari elle-même est représentée jouant Senet sur la décoration murale de sa tombe, tandis que le roi Toutankhamon a été enterré avec pas moins de 5 jeux de plateau. Numéro 10. Dès les premières périodes de l'histoire égyptienne, les individus se paraient d'une abondance de produits cosmétiques, notamment de l'eyeliner, du fard à paupières, ainsi que du rouge à lèvres. Cependant, le maquillage avait non seulement des objectifs esthétiques, mais aussi des significations pratiques, rituelles et symboliques. De luxueux pots en calcite abritaient une gamme de maquillage, de pommades et de parfums, tandis que les récipients pour la peinture pour les yeux et les huiles étaient soigneusement fabriqués à partir de verre, d'or ou de pierres semi-précieuses. Les palettes de siltstone, utilisées pour broyer le kohl et le fard à paupières, étaient finement sculptées en forme représentant des animaux, des déesses ou des jeunes femmes. Ces symboles de renaissance et de régénération donnaient une signification plus profonde à l'application de produits cosmétiques, censés conférer des pouvoirs spéciaux à celui qui les porte, en exploitant l'essence des êtres représentés. Même après la mort, l'apparence personnelle conservait la plus haute importance pour l'identité égyptienne. Les sites funéraires remontant à l'époque prédynastique révèlent l'inclusion inhabituelle d'objets du quotidien tels que des peignes, des bijoux et des cosmétiques dans les tombes d'individus de toutes catégories démographiques. Notamment, bon nombre de ces tombes ont été fouillées avec des cosmétiques encore intacts. Numéro 9. Dans le vaste panthéon égyptien, il n'est pas surprenant que plus de 2000 divinités aient eu une influence. Si certains de ces dieux et déesses sont bien connus, comme Isis, Osiris, Horus, Amon, Ra, Hathor, Bastet, Thoth, Anubis et Ptah, beaucoup d'autres restent inconnus. Chaque divinité jouait un rôle important dans la vie de ses fidèles, souvent limité à un lieu spécifique. Par exemple, les femmes se tournaient vers Isis, la mère divine, cherchant ses bénédictions et son aide. Même si les dieux de l'Égypte ancienne avaient des apparences uniques, ils partageaient des caractéristiques communes. Généralement, les dieux apparaissaient sous forme humaine ou sous forme d'humains avec des têtes d'animaux. Des rituels quotidiens axés sur le soin des dieux avaient lieu dans les temples locaux, généralement sous la supervision du roi ou d'un grand prêtre.
Les festivals offraient à toute la communauté l'occasion d'adorer ensemble les dieux et les déesses de l'Égypte ancienne. Les images des dieux étaient promenées dans la ville sur des barques, petits bateaux spécialement conçus à cet effet. Dans les foyers privés, les individus trouvaient diverses manières de servir les dieux. De nombreuses maisons possédaient des hôtels personnels où les familles adoraient leurs propres dieux domestiques, cherchant la protection de leurs habitations et de leurs habitants. Les offrandes aux défunts constituaient un aspect crucial du culte. Les membres de la famille honoraient le dieu Osiris en offrant du pain, de la bière, du bétail ainsi que des vêtements. Numéro 8. Les anciens Égyptiens offraient du miel à leurs divinités en sacrifice et l'utilisaient pour embaumer les morts. Les propriétés antibactériennes du miel étaient bénéfiques pour guérir les plaies infectées et il était également utilisé comme ongle topique. Les Égyptiens considéraient les abeilles comme sacrées, croyant que leur dieu solaire, Ré, les avait créées à partir de ses larmes. Les abeilles et le miel étaient chéris par les pharaons et des pots de miel étaient même enterrés avec les membres de la royauté décédés. Le miel était incorporé dans des remèdes contre diverses maladies car il était mentionné 500 fois dans 900 prescriptions égyptiennes anciennes. Il n'était pas seulement utilisé à des fins religieuses et médicinales, mais avait également des applications pratiques selon votre définition de pratique. Pépite II Néferkaré, un pharaon égyptien de l'Ancien Empire, insistait pour que ses esclaves s'enduisent de miel afin d'éloigner les mouches. La médecine égyptienne était pour le moins inhabituelle. Ils utilisaient la graisse humaine pour soulager les douleurs musculaires et assistaient également aux exécutions pour obtenir une tasse de sang frais. Numéro 7. À l'époque actuelle, les girafes se trouvent principalement en Afrique subsaharienne, pas dans la vallée du Nil. Cependant, il est important de souligner que le désert du Sahara n'a pas toujours été aussi sec qu'aujourd'hui. Dans le passé, il abritait une diversité de végétation et d'animaux, notamment des girafes. Imaginons à nouveau l'Égypte ancienne. À mesure que le climat changeait progressivement et que le désert devenait inhospitalier, les animaux et les humains furent poussés vers le sud, dans la vallée du Nil. Cette concentration de population dans la vallée, ainsi que le passage d'un mode de vie pastoral nomade à une agriculture sédentaire, a joué un rôle crucial dans le lancement du développement de la civilisation égyptienne. Entre 5000 et 3250 avant notre ère, les Égyptiens préhistoriques auraient coexisté avec des girafes, peut-être même avec de grands troupeaux. Ils étaient souvent représentés sur des peintures murales et étaient considérés comme des hommages présentés à Toutankhamon au XIVe siècle avant notre ère. Les girafes étaient également représentées dans l'art rupestre des Bushmen africains et des Hottentots. Dans l'Antiquité, les girafes étaient très appréciées pour diverses raisons. Leur peau épaisse et durable convenait à de nombreux usages, notamment à la fabrication de vêtements, de chaussures, de sacs, de ceintures, de chapeaux et même de couvertures pour tambours. Quant à leur queue, elle servait souvent de tapette à mouche. Si cela a fonctionné pour la girafe elle-même, cela a également fonctionné pour les gens. Numéro 6. Comme les dirigeants de nombreuses sociétés, les pharaons égyptiens possédaient une large gamme de vêtements somptueux dans leur garde-robe royale. Parmi ces ensembles royaux se trouvait l'un des éléments les plus intrigants, les étranges barbes en faux métal qui ornaient leur menton. Malgré leur visage soigneusement rasé, les pharaons préféraient porter ces barbes artificielles au lieu de laisser pousser leur propre barbe. Mais pourquoi opter pour ces fausses barbes quand on pourrait en laisser pousser des vraies ? Eh bien, les pharaons ont adopté la tradition de porter de fausses barbes lorsqu'ils prennent le pouvoir. Ces fausses barbes symbolisaient leur lien avec le royaume divin et renforçaient leur rôle d'intermédiaire entre le mortel et le divin. Sous le règne d'Hatchepsout, une période remarquable dans l'Égypte ancienne où les femmes occupant des postes d'autorité étaient très inhabituelles, elle a atteint le même niveau de succès que les pharaons masculins avant elle. Il ne s'agissait pas d'une tentative de se déguiser, mais plutôt d'une déclaration puissante indiquant qu'elle, bien qu'elle soit une femme, méritait le même respect et la même autorité que n'importe quel pharaon mâle. Numéro 5. L'un des secrets de beauté les plus connus de l'Égypte ancienne est l'utilisation de bains de lait comme soin pour la peau. On croit même que Cléopâtre se livrait à des bains de lait d'ânesse aigre, reconnaissant les propriétés exfoliantes et rajeunissantes de l'acide lactique. Un autre secret de beauté, peut-être moins farfelu, impliquait l'utilisation du sel de la mer morte dans les bains pour éliminer les impuretés.
Lorsque le lait tourne, le lactose naturel est transformé en acide lactique par les bactéries. Lorsque des acides alpha-hydroxy comme l'acide lactique sont appliqués sur la peau, ils aident à exfolier la couche superficielle, révélant en dessous une peau fraîche, plus lisse et sans imperfection. Il est intéressant de noter que le programme de beauté de Cléopâtre s'étendait au-delà de simples bains de lait. Elle aurait également utilisé de la poudre à base d'excréments de crocodile pour rehausser son teint. Peut-être que cette expérimentation avec des ingrédients uniques a alimenté l'intérêt de Cléopâtre pour les parfums. Dans sa parfumerie, elle mélangeait des herbes, des pétales de fleurs, des feuilles ou des graines avec de l'huile végétale chaude provenant d'olives pressées. Ce mélange tremperait pendant une semaine avant d'être pressé à travers un sac en tissu, entraînant l'extraction d'une huile parfumée. Les représentations anciennes de Cléopâtre mettent souvent en valeur ses yeux enchanteurs. Ceux-ci ont été accentués par de la malachite de cuivre verte et du sulfure de plomb noir. Ces choix cosmétiques contribuaient non seulement à son apparence, mais servaient également à repousser les mouches. Numéro 4. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons étaient généralement momifiés et reposaient dans des tombes élaborées après leur disparition. Au cours des premières dynasties, les taureaux sacrés avaient également leur propre cimetière à Saqqara. Les babouins, les chats, les oiseaux et les crocodiles, qui revêtaient également une importance religieuse importante, étaient parfois momifiés, en particulier dans les dynasties ultérieures. Les Égyptiens croyaient que le corps momifié servait de demeure éternelle à l'âme ou à l'esprit. Le processus de momification comportait plusieurs étapes. Initialement, les organes internes, notamment les poumons, l'estomac, le foie et les intestins, étaient soigneusement prélevés et embaumés individuellement. Ces organes étaient placés dans des canopes, souvent ornés de l'un des 4 fils à tête d'animal du dieu Horus, chaque fils gardant un organe spécifique. La préservation de ces organes était cruciale car il permettait aux défunts de respirer et de manger dans l'au-delà. Vers 1000 avant Jésus-Christ, le processus de momification a changé. Les organes internes étaient généralement réinsérés de manière complexe dans le corps, attachés à celui-ci ou stockés dans des boîtes plutôt que placés dans des pots. Le cœur, qui représente le centre de la connaissance et des émotions, était généralement laissé intact dans le corps, tandis que le cerveau était souvent abandonné. Numéro 3. Les tatouages sont une forme d'art profondément enracinée dans diverses cultures à travers l'histoire. Des preuves d'outils de tatouage, de petits instruments en bronze, ont été découverts dans la ville de Gurob, dans le nord de l'Égypte, datant d'environ 1450 avant Jésus-Christ. Cependant, l'art du tatouage dans l'Égypte ancienne remonte encore plus loin et était déjà pratiqué au cours de l'Empire du Milieu. Dans l'Égypte ancienne, les tatouages étaient principalement portés par les femmes, peut-être pour les mêmes raisons que les hommes. Le tatouage des femmes jouait un rôle thérapeutique et agissait comme une forme permanente d'amulette ou de charme protecteur. Les origines des tatouages remontent à 6000 à 3150 avant Jésus-Christ, sur la base de preuves suggérant que les prêtresses de la déesse Hathor pourraient s'être marquées à cette époque. D'autres femmes se paraient de tatouages comme protection symbolique pendant la grossesse ainsi que l'accouchement. Numéro 2. Les premières pyramides ont été construites entre 2660 et 2500 avant Jésus-Christ. À cette époque, les Égyptiens avaient déjà développé une expertise considérable dans la construction de systèmes de drainage, ce qui était particulièrement important en raison du rôle de l'eau dans leurs rituels sacerdotaux de purification et leurs pratiques funéraires. Selon les croyances égyptiennes antiques, la mort était considérée comme une transition d'un état d'existence à un autre. Tout comme les vivants avaient besoin de nourriture, de vêtements et d'autres nécessités, on pensait que le défunt aurait également besoin de dispositions similaires dans l'au-delà. Lors des fouilles du temple funéraire du roi Sahur à Abou-Sir, des niches dans les murs et des restes de bassins en pierre ont été découverts. Ces bassins étaient équipés de ferrures métalliques et servaient de toilettes. La sortie du bassin était fermée par un bouchon en plomb attaché à une chaîne et à un anneau en bronze. Le bassin s'écoulerait ensuite par un tuyau en cuivre dans un canal en contrebas. À l'origine, les bassins en cuivre étaient exclusivement réservés à l'usage des pharaons. Les maisons des riches de l'Égypte ancienne étaient spacieuses et bien conçues, avec diverses pièces telles que des chambres à coucher, des quartiers de serviteurs, des halls, des salles à manger et des salles de bain. Cependant, le concept de salle de bain dans les maisons égyptiennes antiques consistait généralement en une petite pièce fermée avec une dalle carrée en pierre calcaire dans le coin. Numéro 1.
Les animaux revêtaient une profonde importance dans la vie royale et ordinaire de l'Égypte ancienne. Ils remplissaient divers rôles, agissant comme des divinités, des animaux de compagnie, des symboles de fertilité, des objets de peur, de protection et de bonne fortune. Les grands félins, comme les guépards et les lions, étaient gardés comme animaux de compagnie exotiques et devenaient des symboles de la royauté. Ces félins majestueux symbolisaient la force et l'autorité. D'un autre côté, les animaux qui inspiraient la peur aux anciens Égyptiens, comme les crocodiles et les hippopotames, étaient vénérés. Les chats ont été représentés dans des scènes de tombes remontant à l'Ancien Empire il y a plus de 4600 ans. De l'autre côté du Nil, un cimetière pour chiens a été découvert à Saqqara, la nécropole de l'ancienne capitale égyptienne Memphis. Ici, plus de 1,75 million de restes d'ibis ont été découverts, témoignant de leur vénération. Les interactions entre les humains et les singes ont également été documentées dans des peintures murales de l'Ancien Empire, représentant des singes effectuant des activités humaines et même tenus en laisse. Les individus les plus riches gardaient parfois de jeunes singes comme animaux de compagnie. Auriez-vous voulu vivre dans l'Égypte ancienne? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.